Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors on va parler grand soulèvement, mais on va parler aussi donc du coup littérature. Et j'en suis vraiment très content parce que je reçois ici, d'ailleurs sur ces plateaux pour la première fois, notre ami Romain Guérin. Et quand je dis que Jean Raspail a dit en effet que depuis le livre Anne France, la lettre d'Anne France, le journal d'Anne France, pardon, il était le romancier le plus talentueux de notre génération, c'est pas un bobard, tiens, pour le coup. Non, n'est-ce pas ? Je suis pas sûr qu'il ait dit ça il a dit ça réellement. Mais vu une sorte de la préface finalement qu'il a fait au journal d'Anne France, que j'invite tout le monde à découvrir, oui, c'était un peu peut-être le message. En tout cas, j'espère, parce que c'est très dur. Tu le signalais un peu en antenne tout à l'heure, finalement. Les égoïsmes, les jalousies, etc. C'est très dur aujourd'hui d'être mis en avant. Et moi, j'ai été mis en avant par le plus grand, finalement. Donc, je suis rentré finalement dans l'histoire de la littérature par Jean Raspail, qui m'a fait cet honneur-là de le lire, de l'apprécier et surtout de le prouver par une lettre manuscrite, alors qu'il était déjà un petit peu malade à l'époque, donc c'était compliqué pour lui. Et donc je le remercie, c'est très touchant. Donc je l'ai encadré dans mon salon, en fait, comme la plus grande distinction. Le reste m'a... Alors toi, t'es romancier, t'es aussi poète. Pourquoi ce deuxième livre ? Alors, ça, c'est le troisième roman. Après les livres... Non, je parle de roman, pardon. C'est le troisième. Il y en a un qui est un peu plus passé inaperçu, qui s'appelle Drôle de funérailles. Oui, c'est vrai. Les gens sont pris... d'ailleurs, aussi. T'étais pris une claque pour Anne France, et Drôle de funérailles était quelque chose de beaucoup plus léger, que j'aime écrire aussi, mais qui s'était imposé à moi, parce que c'était, je raconte un peu l'histoire de ma famille de façon humoristique, donc je l'ai fait un peu pour mon père, je l'ai fait pour moi, mais ça a une valeur littéraire véritable, mais à l'époque, j'avais pas, à part toi, une fois de plus, pas tellement été invité, donc on est invité, on est invisibilisé. Et celui-là, c'est, on va dire, le roman de la maturité. Et avant de rentrer dans les détails, vu qu'on a un public de résistants et que nous vivons sous occupation culturelle, sous occupation économique, je crois que c'est pas à tes téléspectateurs que je vais apprendre ça. Ce qu'il faut savoir, c'est donc que ce livre est un livre clandestin. C'est-à-dire que quand vous écrivez de la littérature française, donc logiquement anticosmopolite, antimondialiste, identitaire, évidemment vous n'avez pas de maison d'édition, ni de grosse maison d'édition, ni de circuit de distribution, donc en gros vous n'existez pas. Alors ironie du sort, pour l'instant il y a juste Amazon qui accepte. Alors, évidemment c'est pas français, ça touche peut-être notre petite fierté de Gaulois, mais j'aurais aimé que ce soit un Français qui le fasse, mais pour l'instant Amazon permet par exemple à moi de le proposer, alors que la première librairie gauchiste venue ne le propose pas. Donc ça fait déjà 2 mois qu'il est sorti et c'est déjà un succès populaire, vu que sans ni distribution ni communication, j'en suis quasiment à 1000 exemplaires. Donc là, je m'adresse solennellement à ton public, vu que c'est important de mener la guerre sur tous les fronts, dans l'économie, dans la politique, mais aussi dans la culture. Je crois qu'on n'est pas très nombreux à faire du qualitatif et du français, ou alors les gens le font peut-être, mais les pauvres, on ne parle pas d'eux. On est en possibilité, parce qu'il est déjà bien positionné sur Amazon, qu'il soit tout simplement numéro 1 sur Amazon. C'est-à-dire que si après cette émission, les gens s'y intéressent, et ils devraient s'y intéresser, parce que juste en faisant un tour sur Amazon, vous allez voir les commentaires, ils sont absolument dithyrambiques. Même moi, ça me fait plaisir. Je vois que j'ai vraiment touché les gens, parce que j'ai vraiment fait un livre pour ça, c'est pas juste pour prendre du plaisir. Donc voilà, avant de rentrer dans le fond, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un objet, c'est comme les tracts qui sortaient des presses clandestines sous l'occupation, c'est un peu ça. Et donc on a besoin effectivement de relais, et ça serait quand même un pied de nez à cette... parce qu'on a quand même une occupation des esprits gauchistes sur la culture qui est... c'est un monopole, mais un monopole terrible. C'est-à-dire que ce soit dans le monde du spectacle... C'est même plus que gauchiste, c'est plutôt progressiste, mondialiste, un peu... Il y a un peu de tout. Des fois... Même libéral, faut se le dire. Oui, mais globalement anti-français, globalement mondialiste,
globalement antiraciste. Enfin voilà, aujourd'hui, si vous voulez exister dans cette sphère-là, donc c'est assez rare que sur Amazon, il y en a certains livres conservateurs ou plus identitaires, mais c'est rare. En tout cas, en littérature, j'en connais pas, à part du Houellebecq une fois tous les 10 ans, mais enfin bon, voilà, c'est quand même pas terrible. Donc voilà, vous avez la possibilité, et je l'ai bien positionné déjà, je l'ai bien affûté, et si vous êtes réactif, vous intéressez quand même à ce livre, on aura le plaisir de mettre de la littérature réellement française en pole position sur Amazon. Moi, c'est toujours plaisant, quoi. J'invite vraiment les gens à l'acheter parce que c'est un très très beau livre. De toute façon, tes 3 livres sont excellents. On a vraiment un grand talent parmi nous. Peut-être on ne se rend pas compte parce que c'est un contemporain, mais on a vraiment un grand talent parmi nous. Et j'invite d'ailleurs notre public à suivre Romain Guérin. Mais avant ça, on va parler d'abord, je vais d'abord présenter nos amis qui sont autour de la table. Alors, tu as en face de toi Jean-Maxime Corneille, analyse stratégie, juriste aussi. Il vient de décrire État profond et guerre civile fabriquée. Comment tu vas, cher Jean-Maxime ? Ça va bien. Mais c'est pas de la concurrence directe, c'est pas de la fiction. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on voit l'invasion par des fictions. Regardez, par exemple, la littérature de guerre, avec toujours plein de fictions qui sont souvent, qui font appel à des mauvais sentiments du genre, des méfiances, des histoires de romans noirs dont je trouve vraiment que souvent le message sous-jacent est mauvais. Je me souviens d'un roman de guerre de Harlan Coben, Une bonne gueule de psychopathe. Le sous-titre, c'était « Méfiez-vous d'un ami qui vous veut du bien ». Ce genre de littérature, ça sert vraiment à séparer les gens. Donc la comparaison, là, pour le coup, devrait nous faire réfléchir, mais c'est en effet bien d'avoir des fictions françaises avec un message qui soit tout à fait autre. Voilà pour mon point d'intro. Même si avant, on avait, dans toutes les sphères idéologiques, on avait des productions réellement culturelles, littéraires, qu'on pouvait aimer ou pas, et on va dire à la marge parfois, ce qu'on appelle un message, etc. Parce qu'évidemment, ça transpire de l'auteur. Le problème, c'est que maintenant, moi je sais que j'y vais plus au cinéma pour ça, depuis au moins au-delà de qui le fréquente, du prix, de la place et des connards qui bouffent du popcorn, mais ça, c'est pas le problème. C'est parce que maintenant, en fait, c'est ce qui était accessoire est devenu essentiel et inversement. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une ligne idéologique qu'on veut nous imposer, et vu qu'ils ont tellement de moyens, parce que c'est vrai que le cinéma, autant l'audiovisuel, tu vois, on peut concurrencer, tu vois, tu peux faire ça, mais nous, dans nos milieux, je sais que le Puy du Fou va essayer un petit peu, le cinéma, c'est encore inaccessible. Mais quand tu as 100 millions de budget, tu t'en fous, tu as une ligne, et puis après, t'enrobes avec une nana qui a des gros seins, une histoire, etc. Mais moi, qui suis un petit peu éveillé là-dessus, je ne vois plus que cette trame-là, en fait. Et je sais que maintenant, dans toutes les productions, quand c'est pas juste du scatophile, du caca, du machin, parce que c'est ça aujourd'hui, hein, la production de gauche, c'est je veux dire, les curés d'antan étaient quand même plus nuancés, plus subtils dans leur approche morale et dans leurs leçons. Aujourd'hui, c'est vraiment que ça. Merci à toi, cher Jean-Maxime. J'attends évidemment que tu sois très pertinent. Je sais que tu seras pertinent aujourd'hui. Il faut toujours partir humble, on sait jamais. Je le sens. Voilà. Et à ta droite, nous avons notre éditeur préféré, Patrick Pazin, Novi Mondi, maintenant Novi Mondi TV, voilà. Tu fais de la télé maintenant. Oui, en fait, pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, et Romain et toi, nous avons besoin effectivement d'avoir nos propres supports et de ne plus dépendre des autres. Donc oui, nous avons ouvert cette chaîne de novimondi.tv. Déjà pour montrer qu'il y a encore de la beauté sur cette terre, et puis pour montrer que finalement, même si l'actualité nous montre des horreurs, en fait non, au contraire, il y a beaucoup de belles choses. Et alors je n'ai pas encore lu le roman de Romain, mais effectivement, la littérature est encore un outil essentiel. Je t'invite à le lire, parce que moi je reçois 3-4 livres jours, faut que tu le saches, et 90% de ces 3-4 livres jours sont des essais. Bon, alors des fois j'en ai... D'où ma difficulté aussi, parce que les gens adorent les essais. Moi, je ne supporte plus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de livre, pas forcément de roman, mais quelque chose de littéraire. Oui. Et ça m'a fait du bien. Voilà, je te le dis, ton livre m'a fait du bien parce que, voilà, enfin de la littérature, comme on aime, comme il y a eu, comme les grands auteurs du 19e, 18e, enfin, tu vois quoi. La littérature, quelque chose qui s'est perdu en fait. Un lieu où effectivement il y a
on a la plus belle langue du monde, puis la plus riche. Bon, ça c'est évident, quoi. Mais un lieu où il y a aussi où on peut se rentrer en méditation. Il y a une histoire, d'accord, mais aussi des réflexions sur les hommes, des réflexions sur le. Moi, c'est les grands écrivains que j'aime, comme Maupassant, comme Balzac. Pourquoi ? Parce qu'au détour d'une phrase, on va avoir une vérité sur les femmes, sur les hommes, sur les riches, sur les pauvres, et ça nous enrichit. Et ce que je disais sur la beauté, c'est intéressant parce que je pense que vous êtes dans une position un peu délicate, parce que moi, je reste persuadé que une des grandes stratégies de l'élite, elle est avant tout psychiatrique, c'est-à-dire elle veut nous rendre dingues, par des messages contradictoires, par de la laideur permanente. En même temps, quand tu veux être dans le réel en fait aujourd'hui, comme des médias comme vous, tu peux pas parler de Bambi toute la journée, quoi, parce que tu seras un peu en décalage. Donc c'est difficile de pas participer à cette dépression générale et en même temps faire de l'actualité. Donc moi je pense qu'il faut affronter, mais en même temps, parce que les gars, les covidistes, les machins, etc. Enfin, je veux dire, pendant que le peuple, moi ils m'ont pas eu, hein, mais pendant que le peuple avait mal au ventre et se privait de tout, je pense qu'eux, ils s'interdisaient pas de vivre. Et je pense que c'est pareil pour la guerre arrive. Est-ce que les élites aujourd'hui s'empêchent de boire du champagne parce qu'il y a la guerre en Ukraine ? Est-ce qu'ils s'empêchent de boire du champagne parce qu'il y aura peut-être une crise économique ? Tu me diras, ça les touchera moins, mais enfin quand même, il peut y avoir comme du désordre. Ce que je veux dire, c'est que que la vie, c'est un don précieux. Il faut aussi avoir ce panache, même dans les moments difficiles. Enfin, il y a quand même des gens qui ont vécu les pestes noires, la grippe espagnole, etc. en chantant, quoi. Donc nous, il faut s'y aller. Et j'essaye de participer de ça, de ne pas être dans ce côté aussi un peu petit bourgeois, je suis dans ma tour d'ivoire et tout est nul. Je veux dire, pour réenchanter le monde, il suffit quand même de traverser la France et dans ce qu'il en reste, on vit quand même dans le plus beau pays du monde. Justement, en lisant ton livre, on traverse la France, on voyage. Voilà. Et c'était ça aussi, j'imagine, le but. C'est de faire peut-être connaître le fond de décor. C'est-à-dire que je pense que pour aimer la France, il faut déjà la connaître. Et je pense que malheureusement, pour des raisons liées à l'enfance, que les parents n'ont pas forcément partagé. C'est-à-dire que vous êtes allé à Disneyland, mais vous n'avez pas vu les châteaux de la Loire, etc. Après, pour des raisons de curiosité, des raisons financières, etc., je crois que les gens, même moi, qui suis quand même au fait de la beauté de la France, des fois, je suis encore surpris. Là, je me dis, merde, ce point-là, je pensais le connaître, je l'ai vu, et quand je pense que j'en ai pas vu encore. Donc, je pense qu'il faut la montrer dans ce qu'elle a de plus beau, c'est-à-dire principalement les coins qui ne sont pas encore envahis, mais il y a une richesse incroyable en France, et là on parle que de sa richesse, on va dire que, entre guillemets, patrimoniale, l'architecture, l'aménagement du territoire, mais alors quand vous vous plongez par exemple dans son histoire littéraire ou même son histoire picturale, etc., alors là c'est encore le grand vertige, parce que on découvre des génies à toutes les époques qu'on est obligé d'oublier parce qu'on a tellement des grands. Donc pour Anne France, j'avais axé effectivement un peu sur la dimension littéraire. Tu sais, je mettais plein de petites citations pour engager les gens à redécouvrir, parce qu'on parle beaucoup de Baudelaire ou de Verlaine. Alors quand les gens savent qu'ils existent, c'est déjà très bien. Mais pour la plupart des gens pensent qu'ils l'ont lu parce qu'il est tellement connu. Puis en fait, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont jamais ouvert les Fleurs du Mal. Moi, je pense qu'en tant que Français, il faut un jour se donner 3 heures et lire les Fleurs du Mal parce que c'est une expérience. Je veux dire, 3 heures, c'est peut-être pas assez quand même. Hein. C'est peut-être pas assez, mais Fleurs du Mal, allez, 5-6 heures. Mais au moins se dire, parce qu'il y a plein de chefs-d'œuvre, puis il y a des choses indépassables. C'est-à-dire que les Fleurs du Mal, je pense qu'avant de mourir en tant que Français, il faut absolument qu'on l'avoir lu. Alors, sans trahir le secret de ce livre, l'IVG, c'est un peu le sujet central. Qu'est-ce que tu en as pensé lorsque le législateur l'a mis dans la Constitution ? En fait, déjà, pour moi, c'est un crime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout dépend effectivement les définitions. Est-ce que c'est un être humain dans le ventre ? Est-ce que c'est un amas de cellules ? Si tu veux pas que ça soit un crime, t'as qu'à considérer que c'est un amas de cellules. Puis si tu considères que c'est un être humain, voilà. Et on voit qu'il y avait même dans le droit français, il y a même des problématiques parce qu'on considère jusqu'à tel mois que c'est encore un amas de cellules, mais si la mère a un accident de voiture, on peut considérer. Enfin voilà, donc tout ça est très compliqué. Et c'est et on va dire c'est des discussions qui sont philosophiques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un seul corps, est-ce qu'il y a 2 corps, etc. Moi je pense qu'il y a 2 corps, je pense que c'est une vie. Maintenant, je pense qu'il y a des phénomènes comme ça, anthropologiques, sociaux,
qui sont de toute éternité, comme la prostitution, quoi, par exemple. Et je pense qu'interdire la prostitution est une connerie. C'est-à-dire que quand on interdit ou quand en France, comme on est là, on est le cul entre deux chaises, je pense que ça empire la situation. Donc l'avortement, je pense que ça sert à rien de l'interdire, c'est contre-productif, surtout aujourd'hui où on peut aller dans notre pays et le faire. Mais par contre, il faudrait tout faire pour l'éviter. Parce qu'on en est né quand même à 200 000 par an. C'est comme quand on parle d'immigration. Moi, oui, bien sûr, je peux rêver du grand rapatriement et de la rémigration. Mais enfin, déjà, si on pouvait s'occuper d'appliquer la loi actuelle, même si elle n'est pas parfaite, parce que je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point la situation est grave. Donc déjà, les avortements, le dire, ouais, je vais interdire, puis il y en aura zéro. Déjà, si tu passes de 200 000 à 10 000, tu as sauvé des vies. Donc, tu as totalement raison, mais tu sais qu'en Allemagne, il y a que 68 000 avortements par an, alors que la loi est globalement la même. Oui, mais nous, on a une loi qui apparemment, enfin la loi Veil au départ était une loi d'exception, et c'est devenu maintenant un moyen de contraception. C'est-à-dire en gros, j'avorte, j'ai oublié de mettre ma capote. En fait, c'est toute une philosophie à revoir. Déjà, je pense qu'il faudrait montrer les images, parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte de l'atrocité de l'acte. Et après, il faudrait re-responsabiliser les hommes et les femmes, parce que c'est encore eux qu'en font par ce moyen-là. Et leur dire qu'il y a une responsabilité. Quand tu fais l'amour, oui, c'est pour le plaisir, très bien, je suis le premier, ça y a aucun mais problème. Mais il y a une conséquence. Oui, mais comment t'expliques qu'en Allemagne, il y a 68 000 et en France, il y a 200 000 ? Est-ce que, tiens, je sais pas est-ce qu'il y a le planning familial Oui, il y a tous les trucs qu'il y a en France. Je ne sais pas s'il y a autant de... Est-ce que l'on vit bien encore en France ? Est-ce qu'on vit bien en France encore ? Non, non, et globalement non. Parce qu'on est-ce qu'on vit bien en Allemagne à un moment donné, peut-être qu'on vit mieux en Allemagne, mais je suis pas sûr que les avortements soient liés à ça. Mais en tout cas, c'est un fait en France qui est en fait, on parle surtout du fait individuel, je pense, pour le neutraliser. Parce qu'effectivement, tout de suite, tu passes pour un horrible facho qui prive de la femme de sa liberté, etc. Moi, une fois de plus, je pense que le sujet n'est pas là. Je veux dire, après, si une femme veut tuer son enfant dans son ventre, finalement, grand bien lui fasse. Moi, toutes les femmes que j'ai rencontrées qui ont fait ça, elles ont toutes été traumatisées à vie. Et c'était des meufs de gauche qui croient en rien. Hein. Donc, à un moment donné, voilà. Non, moi... dans ce livre, principalement, je parle de l'avortement sur un point de vue collectif. C'est-à-dire qu'en fait, on en est à, c'est ce que je dis à un moment donné, 200 000 par an. 200 000, c'est la population d'Athènes au temps de Platon. C'est pas rien, quand même. Et sur 10 ans, ça fait 2 millions. C'est la grande armée de Napoléon. Non, mais voilà ce qu'il faut qu'on regarde en face de nous. C'est pas tant la femme, pour moi, la pauvre femme qui avorte. J'ai plus limite de pitié que de haine pour elle. C'est pas tant ça qu'il faut voir que tous ces Français, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui a été avorté. Et en fait, mon livre ne traite pas de ça. Il parle effectivement de ça parce que c'est un truc narratif, mais effectivement, on commence par ça. Parce alors, on a Lucien, qui en gros fait le tour de France, il va aller au Vatican. C'est-à-dire que c'est un curé, un curé de campagne, un jeune curé de campagne qui n'a pas trop vécu, qui a surtout vécu que le séminaire. Qui voit que la loi Veil a été votée, puis lui il hallucine, il dit mais on peut pas laisser passer ça parce que dans son esprit il sait très bien ce qui va se passer. Et avec toute l'idéalisme et la naïveté qu'il a, il croit qu'il va se pointer au Vatican, traverser la France et l'Italie et dire au pape qu'est-ce que tu comptes faire, quoi. En fait ça commence comme ça. Comment ça t'est venu cette histoire ? Alors, pourquoi t'as voulu écrire sur ce personnage Lucien qui va au Vatican ? Alors ça, on sait pas trop donc le fond sur le fond de l'histoire. Est-ce que peut-être que ça vient de quelque chose d'un peu réel, peut-être que ça. Tu veux dire quoi peut-être qu'il y a eu un Lucien qui a voulu faire ça. Tu parles du début de l'histoire. Ouais. Non, en fait, alors je veux dire même sur le déroulement après de la trame, tu sais, t'as un peu l'idée, tu peux avoir l'idée globale, etc. Mais sur le début, c'était visuel. Je voyais un curé dormir sur la dalle du Vatican. Et au départ, je commence à l'écrire. Quand j'avais l'idée du livre il y a 10 ans, parce que ça fait 10 ans, dans une discussion que j'ai eue avec mon ami Daniel, que tu connais, il voulait... parce que vu qu'on parle Daniel Provençano, oui. Bon, on le salue quand même parce qu'en plus il est pas très bien. Oui, voilà, donc il a besoin on le salue et on lui souhaite un prompt rétablissement. Parce que nous on est amis depuis l'université. Après chacun a pris son. Mais évidemment, donc nous on avait des grandes discussions sur la littérature, sur le cinéma, c'est ça qui nous intéressait. D'accord. Et lui, il avait l'idée
je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs, d'une nouvelle où il voulait faire un film sur justement un docteur qui sauvait des avortons pour aller se venger, mais une vengeance particulière. J'avais trouvé ça intéressant. Et moi, je l'ai plus surdimensionné sur le point de vue de l'Europe et de la France, en fait, en tout cas. Et après, une fois que tu as ça, tu sais pas trop comment le traiter, quoi. Et un jour, j'ai un flash sur ça. Le gars dort sur une Bible un peu usée, sur les dalles du Vatican. Ah tiens, on va faire partir le truc là-dessus, tu vois. Et puis après, tu déroules et tu sais pas trop comment, tu vois. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.